Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, bienvenue dans ce 3e épisode de Croissante. L'épisode d'aujourd'hui va parler de voyage. La semaine dernière avec Noélie Salguera, on a parlé de spiritualité et de voyage intérieur. Et aujourd'hui, on va parler de voyage au sens propre du terme, de voyage autour de notre belle planète. L'invité du jour est très spécial pour moi car il incarne ma première expérience de travail et il a vraiment marqué mon parcours professionnel et mes engagements en matière d'éthique. Il s'agit de Julien Buot, directeur de l'association ATR, Agir pour un tourisme responsable. Et nous avons ensemble parlé de ce que le voyage, aussi bien la micro-aventure à côté de chez soi en Normandie que les voyages lointains à l'autre bout du monde peuvent nous apporter en termes de déclic, d'ouverture d'esprit et d'ouverture aux autres. On a aussi parlé de comment être un voyageur responsable en 2021 et aussi comment être un digital nomade responsable en 2021. Des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Avec Julien, nous pensons que le voyage est facteur de paix dans le monde et c'est pour ça qu'il est essentiel de le faire de manière à maximiser ses bénéfices en protégeant les peuples et les endroits qui accueillent des touristes. Je vous laisse découvrir cette interview passionnante. À tout de suite. Salut Julien, tu vas bien ? Très bien. Bonjour Louise. Bon, je suis super contente de t'inviter sur ce podcast. Donc tu es Julien Buot, le directeur de l'association et label Agir pour un tourisme responsable, où j'ai fait mon premier stage de master. C'était un super souvenir et je me souviens que j'avais été très heureuse de commencer dans le monde de l'entreprise avec quelqu'un d'aussi bienveillant et engagé. Donc je tenais à te compter parmi mes premiers invités dans ce podcast. Donc je vais te laisser te présenter toi-même, nous dire qui es-tu, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie qui te rend fier de toi et quels sont tes projets qui t'animent en ce moment. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Louise. Moi, je regarde aussi un très bon souvenir de ton passage chez ATR en 2016. C'est à l'époque où on fêtait le 20e anniversaire de la charte éthique du voyageur. Tu nous avais donné un sacré coup de main pour la mettre à jour, la mettre au goût du jour, cette charte éthique du voyageur dont on parle si souvent à ATR. Donc, merci en tout cas pour cette belle contribution. Donc moi, comme tu l'as dit, je m'appelle Julien Buot, je dirige donc l'association et le label ATR, Agir pour un tourisme responsable, depuis 2014. Et j'ai un parcours depuis maintenant 20 ans. Je fête là, ces prochains jours, mon 20e anniversaire professionnel. Je suis tombé dans la marmite au ministère en charge du tourisme, à l'époque où il y avait une administration centrale qui s'occupait de tourisme et plus particulièrement des questions d'éthique. J'étais chargé d'études à l'époque pour enquêter sur concrètement, au-delà des grands discours, qui fait quoi en matière d'éthique du tourisme. Et c'est là d'ailleurs que j'avais rencontré Christophe Le Cervoisier, l'inventeur de la charte éthique du voyageur, qui quelques années après a créé ATR, le label des tours opérateurs. Donc voilà, moi ça fait 20 ans que je travaille dans cet univers à différentes échelles. Je me suis plutôt spécialisé dans la fonction d'animation de réseau parce que je pense que le tourisme responsable, le tourisme durable, c'est avant tout faire en sorte que les gens travaillent ensemble au-delà des différentes barrières qu'il peut y avoir entre les métiers, entre les différentes approches de tourisme durable. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de faire que les gens travaillent ensemble et améliorent leur impact. C'est ça l'enjeu. Et donc, quoi de mieux que d'animer des réseaux d'acteurs pour faire en sorte que l'impact soit amélioré. Donc, moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans, donc avec des élus, avec des associations, avec des tours opérateurs maintenant, et puis on a élargi le cercle avec acteurs du tourisme durable, puisque je suis aussi très impliqué dans ce réseau interprofessionnel ATD, qui regroupe à la fois donc des bureaux d'études, des médias, des écoles, des acteurs de l'hôtellerie,
Et puis, moi, je représente plus particulièrement le monde du voyage dans cette grande famille réunie par ATD depuis une dizaine d'années maintenant. Ouais, c'est un très beau microcosme tout ça. Oui, je suis très fier finalement, tu me posais la question de qu'est-ce qui me rend fier. Moi, je suis très fier d'avoir participé à cette réunion des acteurs. Moi, c'est toujours ce que j'ai appelé de mes vœux depuis 20 ans. Et là, j'ai l'impression qu'on a vraiment marqué des points ces dernières années, ces derniers mois. La pandémie n'a fait qu'accélérer finalement l'envie d'agir ensemble pour un tourisme plus responsable, que ce soit entre tour opérateurs avec ATR ou au-delà avec tout l'écosystème du tourisme avec ATD. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'inquiète néanmoins un petit peu parce que je pense qu'on va retomber dans un peu de greenwashing. On s'aperçoit que tous les sondages démontrent qu'il y a une vraie demande pour un tourisme plus responsable. Donc beaucoup d'acteurs vont être tentés d'aller vite en besogne sur la communication sans forcément remettre en cause leur process. Et ça m'inquiète un petit peu. Alors je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse la fine bouche. Hein. C'est plutôt bien que tous les acteurs veuillent s'engager aujourd'hui, mais en tout cas, moi, je pense qu'il va falloir qu'on soit très vigilant à ce qu'il n'y ait pas trop de beaux discours et que dans les actes, ça se traduise par des choses concrètes, quoi. Tout en imaginant bien que ça reste une démarche de progrès, que finalement, le tourisme peut peut-être pas être 100% responsable, mais qu'on peut tous prétendre à agir pour, que les impacts négatifs soient moindres et que les impacts positifs soient plus importants. Et ensuite, plus à court terme, tu me posais la question quels sont les projets qui m'animent là en ce moment. Il y a deux choses qui me rendent particulièrement enthousiaste dans une période qui est quand même compliquée hein, quand on travaille dans le tourisme. Enfin, tu en sais mieux que moi hein, d'ailleurs. Oui. Quand on travaille dans une entreprise de voyage aujourd'hui, de vivre cette période, même si là il y a une reprise hein, clairement. Ça reste compliqué. Donc il y a deux choses moi qui m'ont rendu très enthousiaste, c'est ce qu'on a fait avec notamment Kappa et Travel Pro Formation. On a formé des agents de voyage, des gens qui avaient malheureusement du temps cet hiver parce qu'elles étaient la plupart des personnes en chômage partiel. Et puis il y a eu des dispositifs pour financer justement de la formation professionnelle. On était aussi dans une phase d'introspection. Hein, le tourisme est aussi sur le banc des accusés, c'est ce que je dis souvent pour des raisons de contribution au changement climatique qui est quand même très important. Hein, le tourisme, faut le relativiser, il n'est pas aussi important que certains l'imaginent, mais le tourisme pèse à peu près 10% des émissions globales de CO2 et c'est vrai que c'est une des bonnes raisons pour faire évoluer nos modes de production et de consommation de voyage. Et puis les accusations quant à la croisière, quant au tourisme de masse, les mouvements de tourismophobie, enfin voilà, tout ça fait que depuis quelques années, on n'a jamais autant parlé du tourisme en mal. Alors moi je pense que il est aussi très bénéfique ce tourisme et voilà, corrigeons les vices et n'oublions pas de valoriser les vertus du tourisme. Et donc c'est ce que je fais pendant les formations où j'éduque les professionnels du voyage avec parfois des niveaux de connaissances très variés, beaucoup de préjugés sur ce que peut être le tourisme responsable. Mais donc là, on a formé plusieurs centaines en fait de personnes là, ces dernières semaines, c'est assez incroyable. C'est une formation qu'on avait imaginée il y a déjà plusieurs années. On faisait quelques dizaines de stagiaires par an, et puis là, on en a fait, je te dis, en quelques semaines, plusieurs centaines. Donc je vois vraiment un impact très fort à mes réalisations ces dernières semaines. Et puis le deuxième projet là qui m'anime beaucoup, puisque moi aussi je suis en activité partielle, je me suis autorisé de participer à un projet d'entreprise en Normandie, dans ma région, qui s'appelle Terre de Normandie. Alors ça c'est le nom provisoire de la marque que j'ai envie de développer et ce que j'arrive à faire au niveau national, j'ai envie de le faire dans ma région, c'est-à-dire animer un réseau d'acteurs et puis peut-être aller jusqu'à créer un tour opérateur local pour faire des voyages pédagogiques, voilà, ludiques, okay. Pour répondre aussi à ce que je sais pas si tu as vu, Jean-Pierre Nadir a lancé Fairmove à grand renfort de communication depuis quelques jours avec une très belle revue Espace, un hors-série de la revue Espace sur le tourisme responsable, positif et joyeux. Moi, je le rejoins tout à fait. Je pense qu'on a aussi encore à démontrer que tout ça, ça doit être sexy et c'est ce que j'ai envie de faire en Normandie, quoi, sur mon territoire. Ok. Donc, pas plus, mais voilà, ça m'anime beaucoup en ce moment. Bon c'est hyper intéressant tout ça, ouais, et beaucoup de positivité et de joie dans tout ce que tu fais, c'est trop intéressant. Avant de revenir un peu plus sur ATR, j'ai envie que tu reviennes sur des expériences un peu plus personnelles de voyage. T'es intervenue dans le podcast de Globe Conscient de Delphine Lombard récemment.
Je mettrai le lien en description pour ceux qui nous écoutent, qui auraient envie de l'écouter. Et tu y as évoqué tes premiers voyages d'enfant. Et j'aimerais que tu reviennes là-dessus et que tu nous dises qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de ce petit garçon qui partait en voyage pour la première fois. Et dans tes expériences de voyage, qu'est-ce qui t'a fait avoir des prises de conscience et l'envie de t'engager et de transformer toi-même et le monde autour de toi? C'est marrant que tu me poses cette question-là parce que c'est justement l'exercice que je fais à mes stagiaires avant de venir à la formation. Je leur demande quel a été leur premier voyage. Qu'est-ce qui fait que finalement ils travaillent dans le voyage aujourd'hui? C'est pas anodin de travailler dans le voyage. Ça porte des très très belles valeurs et parfois on l'oublie parce que on est le nez dans le guidon. Et moi je trouve que cette période d'introspection là, depuis un an et la pandémie, ça peut nous inviter à faire ce chemin. On parle beaucoup du tourisme de demain, mais moi j'aimerais bien inviter tous les acteurs à parler du tourisme d'hier. Quel a été leur plus beau voyage? Donc merci de me poser cette question-là, parce que je pense que c'est très important avant de se projeter sur le tourisme de demain. Donc en effet, j'ai partagé du coup à travers le podcast de Delphine sur les réseaux sociaux un certain nombre de mes modestes expériences de très jeunes voyageurs. Quelles ont été mes premières expériences voilà. Et donc c'était en 84. J'ai 2 souvenirs très précis et j'ai exhumé quelques photos d'ailleurs récemment. C'est un voyage scolaire. J'étais en maternelle, on faisait une classe de mer à Annelles, sur les plages du débarquement, sans mes parents du coup. J'étais petit, j'avais 4 ans, mais c'était avec mes amis. J'étais très fier de pouvoir, sans mes parents, aller à la mer avec mes amis, dormir dans un dortoir, enfin voilà. Et puis le souvenir que j'ai envie de partager, peut-être, c'est une expérience. Il y a un ouvrage là que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelle La Gourmandise. Qui est l'histoire d'un critique culinaire sur son lit de mort et qui se souvient plus pourquoi il est devenu critique culinaire. Et je vous laisserai découvrir pour ceux qui veulent le lire pourquoi, parce que ça arrive à toute fin de l'histoire. Moi, finalement, mon premier souvenir gustatif, ça a été de fabriquer et déguster un petit sablé d'Annelles, parce qu'il y a une fabrique de sablé depuis 1904 qui est là-bas, une sablé artisanale, des petits gâteaux. Et ça, c'est extraordinaire comme souvenir parce que c'est très profondément ancré dans ma mémoire et l'avoir fait avec mes camarades de classe de l'époque, c'était très fort. Alors c'est d'autant plus fort que quelques années après, je me suis marié à Annelles. En fait, j'ai quelques attaches sur ce village. C'était pas le cas à l'époque, mais donc c'est du coup vraiment un de mes territoires fétiches que je vous recommande. On peut faire du char à voile. Il y a des champions du monde de char à voile là-bas. Et puis ce sont les plages du débarquement. Et c'est un des rares vestiges qui existent encore de manière très frappante, puisqu'on a encore les vestiges du port artificiel qui a été installé, le port Winston. Et on peut encore faire du kayak. Moi, je fais du kayak dans les caissons des barges pas des barges de débarquement, mais le port artificiel, on peut encore le visiter avec des kayaks. Donc c'est une des micro-aventures que je peux vous recommander encore. C'est très très fort. Puis c'est une très très belle plage. Ça s'appelle Annelles, la belle plage. C'est juste à côté d'Aromanches, dans le Calvados. Et puis je me souviens qu'on avait découvert l'estran, la marée haute, la marée basse, les algues. Les animaux, enfin voilà, quand t'as 4 ans, c'est extraordinaire de faire ce voyage, quoi. Et puis le deuxième, c'est la même année, alors avec mes parents pour cette fois, c'est la première fois que je traversais, je crois, une frontière. J'avais de la famille à Londres et puis on avait été jusqu'en Écosse, donc forcément le monstre du Loch Ness. Et puis j'ai un souvenir très frappant de m'être endormi, d'avoir fait une sieste sur un bateau. On avait eu la chance d'aller voir les phoques, en fait. Je crois que c'était des phoques gris. Bon, alors il se trouve qu'on peut en trouver en fait en Normandie. D'ailleurs à Annelles, très récemment, je suis tombé en nageant sur un veau marin, donc un phoque veau marin. Mais là on repart en Écosse, mais c'est les phoques gris que j'avais eu la chance de voir pour la première fois. Les macaremoines aussi, qui est le symbole de la LPO, qu'on peut aussi voir en Bretagne. Tu connais bien cette zone-là, je crois, dans les Côtes d'Armor. On a la chance de voir encore au niveau des 7 îles les macaremoines. Donc j'ai ce souvenir très frappant. Un souvenir ornithologique finalement, et puis animalier avec ces macareux et ces phoques. Donc ce qui m'avait frappé, c'était aussi la langue, évidemment, on parle pas le français en Écosse, et on avait été aussi voir le village des Écossais qui avaient libéré mon village. Moi je suis originaire de Tourville-sur-Odon, dans le Calvados, et c'est un village qui, pendant le débarquement et la bataille de Normandie, a été libéré par des Écossais. Et chaque année, il y a le bruit des cornemuses qui vient résonner dans le village, et à l'époque
c'était le 40e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie en 84. Et bien, donc, quelques semaines après, on était, nous, en Écosse, sur les terres de ces Écossais qui étaient venus nous libérer. Donc forcément, tout ça, ça résonne encore beaucoup aujourd'hui, d'autant que j'ai travaillé à une époque dans le tourisme de mémoire en Normandie, au moment du 60e anniversaire du débarquement. J'en parle souvent aussi dans mes formations. Euh, voilà, l'ailleurs s'exprime de plein de manières dans ma tête quand je repense à ces voyages. Je voudrais juste revenir sur le terme micro-aventure que t'as employé pour effectivement dire aux gens que il n'y a pas forcément besoin de partir à l'autre bout de la planète et de faire un trek dans l'Himalaya pour sortir un peu de sa zone de confort et être un peu dans une situation d'aventure. On peut aussi le faire en Normandie, au niveau local. Je pense que ATR travaille aussi beaucoup sur ce sujet en fait d'inciter les gens à revenir au local et à prendre conscience qu'on peut vivre des aventures près de chez soi. Oui, mais c'est vrai que souvent quand je fais ce travail d'introspection sur mes voyages, je dis que si je travaille dans le voyage, c'est aussi que j'ai beaucoup voyagé, et c'est ce qui a fait que j'ai choisi ce très beau métier. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager. Et en général, je dis, mais pas forcément très loin. C'est-à-dire qu'on partait souvent le week-end, à la journée ou sur 2 jours, en Normandie, en Bretagne, en Île-de-France. On n'est pas obligé de. Je faisais déjà de la micro-aventure locale à l'époque. Ce qui m'a éveillé en fait, ce qui m'a rendu curieux, ce qui m'a donné envie de rencontrer des gens différents, d'aller expérimenter cet ailleurs. Et on n'est pas en effet obligé d'aller très loin. Néanmoins, j'ai écrit une tribune dans l'éco touristique l'année dernière, je sais pas si tu l'as lu, qui s'appelait la tentation du local ou le syndrome du poisson rouge. Ça m'inquiétait beaucoup là au tout début de la pandémie. Déjà, c'était inquiétant cette pandémie. Moi, j'ai très mal vécu ce premier confinement. Quand on travaille dans le voyage et qu'on nous dit, ne serait-ce que de sortir de ta maison, c'est pas citoyen, c'est brutal. Mais ce qui m'inquiétait, c'est dans les couloirs des institutions dans lesquelles avec lesquelles on travaille, pour faire du lobbying, pour défendre les intérêts des acteurs du tourisme durable. Je commençais à entendre une petite musique qui disait, finalement, on va enfin pouvoir faire du tourisme durable cet été. On n'aura pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Voilà. Comme si aller à l'autre bout du monde, c'était forcément irresponsable, et comme si aller à côté de chez soi, c'était forcément responsable. Et donc moi, cette tribune, j'ai essayé d'expliquer que c'était plus subtil que ça, que c'était un raccourci dangereux, et qu'on pouvait faire du tourisme local complètement irresponsable, et du tourisme très loin complètement responsable. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus complexe et subtil, et donc j'aime bien quand même rappeler pour les acteurs qui adorent l'aventure locale, évidemment c'est une bonne nouvelle, mais attention à pas faire n'importe quoi. On peut aussi, en s'immergeant dans des territoires fragiles, à côté de chez soi, faire n'importe quoi. Donc faisons attention, quoi. Tombons pas dans ce panneau-là. Et puis moi, néanmoins, les expériences qui m'ont vraiment, c'est une question que tu m'avais posée, qui m'ont vraiment frappé, qui m'ont fait prendre conscience de la diversité culturelle et qui m'ont donné envie de m'engager, ce sont quand même mes voyages lointains, quoi. C'est quand même eux qui m'ont vraiment particulièrement éduqué à l'altérité et qui m'ont donné envie de travailler dans le tourisme. Je me souviens de mon premier voyage en avion. Ça, c'est aussi dans les petites subtilités que je recommande. C'est, voilà, vous avez peut-être fait un premier voyage quand vous étiez enfant, mais votre premier voyage en avion, j'imagine que tout le monde s'en souvient, en fait. C'est quand même pas anodin de monter dans un avion et de voler à 1000 km/h à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude, plusieurs milliers de mètres d'altitude au-dessus de la surface de la Terre. C'est quand même une expérience qui peut-être est devenue banale pour certains d'entre nous. Et moi, à chaque fois que je monte dans un avion, je trouve ça assez hallucinant, en fait, de se prendre pour un oiseau et de faire autant de distance en aussi peu de temps. C'est quand même assez bluffant. Alors peut-être qu'il faut apprendre à moins prendre l'avion, ça me paraît assez évident. N'empêche que voilà, mon premier voyage en Guadeloupe, là, en 92, en avion, ça reste aussi un de mes souvenirs assez extraordinaires, où j'ai découvert un environnement aussi complètement différent. Alors là, il n'y avait pas la barrière de la langue, mais quand même sous les tropiques, avec des animaux très différents, des gens très différents, une culture très différente. Je me rappelle, il y avait le carnaval. C'était complètement dingue à 12 ans de vivre cette expérience, et je la recommande quand même à beaucoup de gens. Je trouve que ce serait dommage de se priver de ce genre de voyage. Il y a le Maroc en 99. Je crois que c'est la première fois que je mettais les pieds en Afrique, en 99, j'avais 19 ans. Là, c'était pour un petit trek, justement. Et c'était complètement fou, quoi, ce continent, ce pays dans lequel je suis souvent revenu, en fait, depuis 20 ans. C'est un des pays auxquels je suis le plus attaché, quoi, et qui s'est très vite
décidé à faire du tourisme responsable. C'est vraiment une grande destination de voyage responsable au Maroc, et que ça soit les acteurs économiques privés, mais aussi les acteurs institutionnels, ils ont tous pris conscience à la fois des risques que pouvait faire peser sur le pays le développement touristique, mais aussi toutes les opportunités que ça pouvait offrir à ses populations, à son économie, et de l'importance de le faire de manière la plus responsable possible. Il y a un autre voyage, je vais essayer de pas trop te faire la liste à l'après-vert, mais voilà, la Mauritanie aussi, le désert en 2005, c'est extraordinaire, quoi, comme expérience. Où là, alors là, pour moi, c'est le luxe à l'état pur, quoi. Y a rien. Il y a pas grand-chose. Il y a quelques habitants, il y a quelques animaux, c'est très discret, mais alors ça fait un bien fou, quoi. Il y a pas d'eau, on marche, et c'est vraiment un voyage philosophique là pour le coup. C'est incroyable. J'étais avec ma compagne, on n'était pas encore mariés à l'époque, mais ça nous a fait un bien fou de vivre cette expérience de nuit à la belle étoile, de bivouac en plein désert du Sahara. C'est extraordinaire. Quelques années après, alors là, c'était à titre professionnel, le Mali aussi, Mali 2008, c'était le Forum international du tourisme solidaire. J'ai le souvenir de rencontres incroyables avec des gens. Alors là, il n'y avait pas la barrière de la langue non plus, mais avec des gens avec des niveaux culturels, des niveaux économiques très très différents, mais on partageait plein de choses, plein de points de vue sur notre civilisation, nos civilisations. C'était incroyable. J'ai vécu notamment dans le petit village de Niamina pendant quelques jours. Je me rappellerai toujours de ce souvenir avec mon ami à l'époque, mon ami malien en fait, qui m'accueillait pendant ces quelques jours dans sa famille. Ça, c'était extraordinaire. Et puis plus récemment, il y a le Vietnam quand même en Asie, en 2016, où là c'était aussi à titre professionnel. C'était un voyage de presse avec Salah Holidays, où là on nous a fait la démonstration que on a beau s'appeler Salah Holidays, on a beau être un grand tour opérateur français, et on a tout à fait sa place dans la famille des acteurs du tourisme responsable. C'est incroyable le voyage qu'on a fait là, et en toute humilité. Je me rappelle, Michel Salin était là, le président de Salah Holidays, pour nous expliquer toutes les erreurs qu'ils avaient fait en croyant faire du tourisme responsable, et comment de manière continue, ils corrigeaient leurs mauvaises pratiques, et ils essayaient d'agir pour un tourisme plus responsable. C'était assez bluffant, quoi. Mais voilà, je pourrais en parler pendant des heures de ces belles... Non, c'est génial. Merci d'avoir partagé tout ça. Je pense que là, c'est bon, je suis en voyage moi-même. Et t'as fait une très bonne transition avec cette histoire de Salin, en fait. Parce que je voudrais revenir un petit peu sur ATR et sur un moment de son histoire, en fait. Est-ce que tu peux nous revenir sur ce moment où à la base ATR était donc un réseau de tour opérateurs très aventure, très niche, et que vous avez décidé de shifter et de vous ouvrir parce que ça servait à rien de rester entre convaincus. Ça, je trouve que c'est un moment et une décision qui est assez inspirante et dont on peut faire le parallèle dans plusieurs milieux en fait. Donc voilà, je te laisse un petit peu raconter ce moment. Ouais, je suis très attaché à cette période qui a été très importante pour moi parce qu'en fait, cette décision, elle a été prise par ATR avant que j'arrive. Elle a été prise lors d'un séminaire en Espagne, un séminaire ATR en Espagne. J'y étais pas, avec Vincent Fonvieille, qui venait d'être élu président d'ATR, qui avait beaucoup d'espoir dans cette association-là, qui était en train de devenir un petit peu consanguine, en effet, parce que trop entre tour opérateurs d'aventure. Elle avait marqué des points avec la mise en place d'un label, d'une certification même, engagement de service avec AFNOR, qui permettait aux entreprises d'être très droit dans leurs bottes en disant voilà, nous on prétend agir pour un tourisme responsable, on en fait la démonstration et on fait contrôler ces éléments de preuve par un organisme de certification indépendant qui évalue de manière très objective tout ça. Et donc voilà, entre 2004 la création d'ATR, 2006 la mise en place du label et 2013 il y a eu une dizaine de tour opérateurs qui ont mis au propre leur process et l'ont fait collectivement parce qu'ils pensaient que c'était un sujet qui méritait le tourisme responsable de se mettre autour d'une table pour devenir plus confrères que concurrents. On partage un même terrain de jeu, une belle planète, mais si on veut qu'elle reste attractive, accueillante, il faut qu'on y prenne soin. Et c'est pas antinomique avec faire de l'argent. Au contraire, si on veut faire de l'argent et être des entreprises performantes, il faut qu'on fasse attention à notre matière première. Moi, je suis arrivé à ce moment-là, j'étais depuis 6 ans directeur de l'ATES, qui est un autre réseau, un autre label qui s'appelle l'Association du tourisme équitable et solidaire, qui est alors là beaucoup plus encore dans la niche du tourisme communautaire. Notamment dans quelques pays, dont le Mali, dont le Maroc étaient des très grandes destinations, avec quelques micro-agences associatives la plupart, qui faisaient voyager quelques milliers de personnes. On agissait à l'époque avec ATES à une échelle vraiment très micro.
et moi, quand j'ai été rencontrer Vincent Fonvieille à l'époque, c'était, je savais qu'ATR, voilà, allait pas forcément très bien. Et je disais à Vincent, la Balaguer, ça ferait une belle entreprise pour changer d'échelle à Tess. Et en réalité, il m'a convaincu qu'ATR allait très bien et qu'elle avait un très beau projet et que, en fait, même eux, à l'échelle du tourisme d'aventure, ils voulaient ouvrir les frontières. Ils voulaient élargir le cercle à tous les tours opérateurs français. Et ça correspondait exactement, moi, à ma vision. C'est-à-dire, je pense qu'on aura beaucoup plus d'impact si tous les acteurs sont embarqués dans cette aventure du tourisme responsable que si on en fait la chasse gardée d'une petite niche, d'un petit réseau d'acteurs un peu enfermés dans une idéologie, une belle idéologie, de faire du tourisme un outil de développement, mais comment on honore la promesse de développement par le tourisme s'il n'y a pas de voyageurs ou trop peu de voyageurs? Donc voilà, je trouve que moi j'ai quitté la TES à ce moment-là pour rejoindre ATR parce que je trouvais que c'était intéressant d'avoir un projet plus ouvert. Et je pense en réalité que ces deux projets sont très complémentaires. La TES, c'est un peu un laboratoire de recherche qui vise l'excellence en matière d'éthique dans le voyage, qui est pas forcément déclinable par tous les opérateurs, mais il nous challenge, quoi. Nous, ATR, on s'inspire aussi beaucoup des exigences très fortes du label ATS et en réalité, grâce à ATD, on dialogue entre nous, quoi. Le réseau interprofessionnel dont je parlais en introduction nous permet, dont est membre ATR et ATS, de dialoguer. Et d'ailleurs, là, dans l'actualité, on est en train de lancer pour 2022 un guide des labels de tourisme durable où on montrera justement cette belle complémentarité entre les différentes démarches. Alors, tous les labels de tourisme durable français seront étudiés, mais notamment dans le voyage, il y en a deux principalement en France. Un tout petit, très exigeant, qui est l'ATES, et un plus générique, qui est celui que j'anime avec l'association ATR. Et donc je suis arrivé, moi, en 2014, sur ce mandat-là, avec Vincent Fonvieille, président, moi, directeur. On a été, grâce au syndicat des entreprises du tour opérateur, le CETO, syndicat des entreprises du tour operating, on a travaillé pour essayer de convaincre tous les grands tour opérateurs français qu'il était temps de rejoindre ATR et d'agir pour un tourisme responsable. Alors on a eu un petit préalable, on a changé de prestataire pour faire évoluer le label. On s'est tourné vers EcoCert, avec qui on a rénové le label, pas forcément pour le rendre moins exigeant, mais pour le rendre plus générique, sortir de la niche du tourisme d'aventure pour démontrer qu'on s'appelle Salin, qu'on s'appelle Kappa, qu'on s'appelle QONI, TUI, on pouvait prétendre au label. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, en effet, on a réussi ce pari, parce qu'entre 2014, où on était 10 agences de trek, et 2021, où je pense qu'on va terminer l'année à 80 membres, c'est un truc de fou, quoi. Et la pandémie n'a pas du tout ralenti, au contraire, cette envie de nous rejoindre pour agir ensemble pour un tourisme responsable, tous ensemble, tour opérateur français. Par contre, la petite subtilité, là où il reste encore beaucoup à faire, c'est qu'on n'en a que 16 qui sont titulaires du label. Alors il y en a beaucoup qui s'y préparent. Là, pour le coup, le Covid a plutôt mis un petit coup de frein. Beaucoup d'entreprises ont préféré consacrer leur énergie à la survie de leurs entreprises, mais en tout cas elles se préparent dès la reprise qui arrive à se faire auditer pour obtenir le label. Donc j'imagine que d'ici la fin de l'année, on aura quand même beaucoup plus que 16 titulaires du label. Et on passe beaucoup de temps à accompagner, à former de manière très bienveillante l'ensemble des acteurs pour qu'ils respectent le cahier des charges du label ATR. En gros, il y a 3 grands axes. Il y a la relation client, la relation avec les fournisseurs et la relation avec les collaborateurs. C'est un label qui est à la fois relativement accessible, mais qui demande quand même de formaliser la preuve qu'on respecte chacun de ces 16 critères exigés par le label. Et voilà, c'est pas un travail qu'il faut complètement sous-estimer. Il faut pas le surestimer non plus. C'est pas une montagne, mais quand même, c'est bien de démontrer que ce qu'on fait, ce qu'on dit, on le fait, et ce qu'on fait, on le dit, et tout ça, on en fait un process pour améliorer son impact dans la relation avec ses clients, avec ses fournisseurs et avec ses collaborateurs. Ok. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, en fait, dans tout ce réseau, c'est que vous travaillez vachement avec humilité, sans ego, et toujours à vous relever les manches et à dire, ok, de manière pragmatique, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Et je trouve ça vraiment assez inspirant, et je pense que peu importe le milieu professionnel dans lequel on est, cette façon de travailler et d'être, c'est vraiment cool. J'insiste beaucoup dans les formations, je me permets juste d'insister, j'insiste beaucoup. Ouais.
on demande à tous les acteurs vraiment de s'engager aujourd'hui. C'est plus une option, le tourisme responsable. Ça ne peut plus être une option, notamment dans la phase post-Covid. On veut pas repartir comme avant. C'est pas possible. Le tourisme, de manière globale, n'était pas responsable. Il faut qu'on soit beaucoup plus responsable dans nos approches. Par contre, il faut rester très... il faut même l'assumer, en fait, cet engagement très vite. Même si on fait des petits gestes, il faut les partager à ses équipes, à ses fournisseurs, à ses collaborateurs. Par contre, il faut évidemment rester très humble. Donc surtout pas confondre pudeur. Il faut pas être pudique, il faut être fier. Même si on s'engage un petit peu, il faut le dire. Par contre, très humble en montrant que il reste beaucoup d'étapes à gravir avant de prétendre au label ATR par exemple, ou même pour ceux qui sont titulaires du label, ils sont évalués tous les ans pour démontrer qu'ils ont continué de gravir la montagne, quoi. Et je pense que voilà, même les pionniers, ils ont encore des efforts à faire. Et puis on est de plus en plus challengé par l'opinion publique, par les ONG, sur des nouveaux sujets. Le label, il est vivant, il est là pour accompagner, de montrer on peut être de plus en plus exigeant dans les pratiques de tourisme responsable en matière notamment de lutte contre le changement climatique. C'était un sujet sur lequel ATR faisait l'impasse jusqu'en 2015, jusqu'au moment de la COP 21. Et puis petit à petit, on a montré un chemin avec des échéances pour challenger nos membres sur la question de la lutte contre le changement climatique. Là, il y a un des sujets sur lequel on est très challengé, c'est la question de la condition animale, le respect de la condition animale dans le voyage. Il y a beaucoup de mauvaises pratiques malheureusement et il s'agit de les corriger. Voilà, sans tomber dans certains panneaux. C'est pas un sujet facile, mais on peut clairement prétendre être plus respectueux des animaux quand on organise des voyages, c'est évident. Ok. C'est quoi être un voyageur responsable en 2021? Et j'ai envie de rétrécir un petit peu l'entonnoir avec deux autres questions. C'est quoi être un digital nomade responsable? Voyager en travaillant de manière digitale, en profitant d'un pouvoir d'achat plus fort dans un pays issu de la décolonisation. Et c'est quoi aussi être, par exemple, un influenceur voyage responsable? On voit pas mal d'exemples en ce moment des influenceurs à Bali qui demandent des gratuités partout dans les hôtels alors que les locaux n'ont plus d'argent. Est-ce que t'as réfléchi, travaillé sur ces sujets et t'as des choses à nous partager? Oui, tout à fait. C'est quoi être un voyageur responsable? Moi, ça fait 20 ans que j'y réfléchis et j'essaie de faire des recommandations modestement, humblement, mais c'est déjà être un voyageur en conscience, avec les yeux ouverts, enfin même pas les yeux ouverts, les 5 sens en éveil, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre quand on voyage, et donc il faut être très humble. Alors ça peut être paradoxal, mais parfois il y a un des articles de la charte éthique du voyageur qui dit préparez-vous bien. Vous allez mettre les pieds en terre inconnue, essayez quand même de découvrir en amont quelques codes. Moi, c'est évidemment que ça paraît important. J'aime bien ne pas avoir trop des yeux d'expert quand j'arrive dans une destination que je connais pas, et j'aime bien justement mettre mes 5 sens en éveil, mais pas trop préparer non plus. Parce que le risque de trop préparer, c'est qu'on pense qu'on connaît déjà une partie de la destination, alors qu'en fait, on n'en connaît pas 0,1% en général, même si on a lu plein de livres, même si on a lu les guides, même si on a écouté plein d'émissions. Je pense que il faut se laisser la chance de justement d'être surpris. Donc c'est voyager en conscience, quoi. Ça c'est évident. Être très humble dans son approche et d'être le contraire d'un colon finalement qui vient imposer sa culture. Et c'est pour ça qu'on est très réservé, nous les acteurs du tourisme responsable, par rapport au phénomène du tourisme humanitaire où on prétend aider quand on va faire un voyage. Il y a beaucoup de mauvaises pratiques. Alors je veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'on peut faire du tourisme humanitaire de manière responsable, mais attention à la posture, quoi. Ça peut être un prétexte à l'immersion, mais je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre quand on voyage, même dans des pays qui dits en développement. Je pense que notre civilisation occidentale, industrialisée, a beaucoup à apprendre pour son avenir de parfois ces pays qui vivent parfois plus en osmose avec la nature. Voilà. Alors je vais pas non plus idéaliser les bons sauvages, c'est pas du tout ça. Je pense que en fait c'est le fruit de la rencontre qui est constructive, quoi. Voilà, c'est ce que je disais quand je discutais avec mon ami au Mali en 2008. Ce qui était intéressant, c'est de confronter des points de vue, pas imposer quoi que ce soit, quoi. Et c'est les échanges qui sont constructifs, quoi. Donc voilà pour le voyageur responsable. Moi, je vous encourage tous à aller voir la charte éthique du voyageur qu'on a coécrit avec Louise, justement. Ouais, sur le site. On la mettra dans la
dans le descriptif. Responsable.org sur le site d'ATR, allez voir. Mais elle va vivre encore. Hein. Là, on veut on veut la retoucher un petit peu. Là, on pense qu'elle peut encore l'améliorer. Alors après, sur la question du digital nomade responsable, ouais, c'est un sujet sur lequel on a travaillé avec Guillaume Cromer, hein, mon camarade de longue date. Hein, ça fait 15 ans avec Guillaume, qui est président d'ATD, qui est directeur du bureau d'études ID Tourisme, qu'on est très préoccupé par le comportement de certains digital nomades responsables, certains influenceurs qui voyagent beaucoup, peut-être beaucoup trop rapidement, qui profitent un peu de leur posture, de leur audience pour abuser localement de prestations. Enfin voilà. Donc, alors grâce à Guillaume, hein, qui a fait un gros travail sur les réseaux sociaux d'influence, de contre-influence pour responsabiliser les influenceurs, une bonne partie d'entre eux se sont rendus compte de certains effets pervers de leur métier, de leur pratique, et sont en train de mettre au service leur influence pour un tourisme plus responsable. En recommandant des éco-gestes, en recommandant des attitudes. Voilà, tous le font pas malheureusement. Il y en a quand même beaucoup qui se sont convertis au tourisme durable, et vraiment un coup de chapeau à Guillaume qui les a réveillés là-dessus. Et puis sur le phénomène du digital nomade responsable, moi je peux apporter mon modeste témoignage. Alors c'est pas dans un pays lointain, moi je me suis pas installé dans un pays lointain, mais c'est vrai que je me suis décentralisé. Je suis revenu dans ma région il y a 12 ans en fait, hein. Ça fait 20 ans que je travaille quasiment à Paris, mais depuis 12 ans en fait je travaille en partie depuis la Normandie et en partie depuis le train en fait de la navette entre Paris et Bernay, puisque je suis installé à 1h15 de Paris dans un petit écrin de verdure très très préservé, et c'est vrai que ça m'a permis de vivre dans un environnement qui est peut-être plus propice à la joie de vivre que si j'étais resté à Paris dans des endroits forcément un peu plus petits, quoi, hein, en raison du coût du logement. Mais un digital nomade responsable, ouais, c'est peut-être d'apprendre à justement voyager moins, voyager mieux, voyager plus longtemps. C'est aussi ça le mantra d'ATR depuis déjà plusieurs années. D'ailleurs, il apparaît pas encore dans la charte éthique du voyageur, mais je pense qu'on est prêt à assumer qu'il faut voyager moins, qu'il faut voyager mieux, plus longtemps, ce qui n'empêche pas d'aller à l'autre bout du monde, évidemment, mais pas sur des courtes distances. Et donc, quand on est un digital nomade, c'est pareil. Je pense que chaque déplacement doit être compté, doit être maximisé. Donc, quand je viens à Paris, moi, je viens pas pour un rendez-vous, c'est pas possible, quoi. D'ailleurs, j'en profite pas pour aller voir un musée, ou je pense que c'est important on parle beaucoup de leisure, hein, business et leisure, mais je pense que c'est aussi un des grands sujets d'avenir. Les digitaux nomades, ils vont avoir besoin de mixer vie privée et vie professionnelle, et le faire de manière la plus responsable possible, évidemment. Mais Okay. Là, j'ai même expérimenté, là j'en parlerai peut-être à la fin de l'interview, mais moi j'ai un petit combi Volkswagen, j'ai même expérimenté le travail en combi, donc c'est même pas à la maison, et ça marche relativement bien parce qu'en fait on est dans des environnements, dans une forêt face à la mer, où c'est hyper paisible, et grâce à la 4G, on peut travailler quand même très correctement, et on est dans un environnement où voilà, on peut aller se baigner après la séance de travail, et on travaille très très efficacement comme ça, quoi. C'est la van life, c'est un peu mon rêve aussi, j'aimerais bien faire ça bientôt. Trop bien. J'ai découvert il y a pas longtemps un compte Instagram qui s'appelle Decolonizing Travel, qui est très intéressant et qui fait un peu de la vulgarisation dans des posts Instagram de recherches anthropologiques et universitaires sur des sujets très pointus et des cas concrets et qui peuvent être rebasculer sur du présent, sur comment actuellement on continue à pratiquer avoir des pratiques qui sont toujours en fait dans les mêmes structures de colonisation en fait. Donc je conseille à tout le monde d'aller checker ce compte. Que dirais-tu à quelqu'un de pessimiste qui ne serait pas d'accord avec le fait que le tourisme est facteur de paix ? Oui, alors juste pour faire la transition, moi il y avait un ouvrage de Pascal Bruckner qui s'appelait Le sanglot de l'homme blanc. Je suis souvent confronté à des gens qui veulent plus prendre l'avion. Bon voilà, ils ont leurs raisons, hein, un peu comme Greta Thunberg. Ça c'est le sujet climatique, mais il y en a d'autres qui veulent plus voyager en Afrique parce qu'ils assument plus leur statut d'anciens colons.
Et ça m'inquiète. Mm. Je pense qu'il faut quand même se donner une chance. La rencontre, elle est possible. Et à nouveau, moi, j'en ai fait la démonstration à de très nombreuses reprises. Ça m'inquiète beaucoup les gens qui, sous prétexte qu'on est sur des, alors faut assumer l'histoire, mais sous prétexte qu'on est sur des niveaux économiques, culturels, sociaux très différents, pensent que la rencontre est pas possible. Je pense que c'est très très dommage. Et en effet, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plusieurs années. Je pense qu'il est temps d'étudier davantage, mais aussi de valoriser, quand on en a la preuve, la contribution du tourisme à la paix. Alors c'est vrai qu'on a fait, lors du Forum mondial pour la paix en Normandie, qui de plus en plus, au-delà du tourisme de mémoire, de la commémoration du débarquement, se positionne comme une région où on construit la paix, à travers notamment ce grand forum international qui est organisé en général au mois de juin. On avait organisé une conférence sur la question du tourisme durable comme un passeport pour la paix. Et ça fait longtemps en fait que les Nations Unies travaillent à ces questions-là. 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale, en 1967, c'était l'année internationale du tourisme durable. Du tourisme, on parlait pas de tourisme durable à l'époque, mais on pariait sur le fait que le tourisme pouvait contribuer à la protection de la paix. La guerre était pas loin, la Deuxième Guerre mondiale en tout cas, et c'est vrai qu'à plus court terme, des pays comme la Colombie ont pu faire la démonstration que le tourisme contribuait à la pacification du pays. Enfin voilà, c'est pas toujours facile à démontrer, et le tourisme peut à nouveau être mal fait, peut être une nouvelle forme de colonisation, peut parfois contribuer à des déséquilibres profonds et peut-être pas provoquer la guerre, mais donc voilà, c'est peut-être souvent plus subtil que ça. C'est pas toujours synonyme, tourisme et paix. Et c'est souvent, et c'est ce qu'on avait dit lors de cette conférence en 2019 à Caen, à l'abbaye aux Dames, c'est plus le tourisme qui a besoin de paix que le contraire. Mais néanmoins, et j'aime bien les articles que fait Jérôme Bourguine dans voyageons-autrement.com sur ce sujet où il a enquêté en fait. Et c'est vrai que le tourisme est quand même souvent contributeur de paix, de développement économique, social. C'est aussi un outil de protection de la nature. Sans tourisme, on le voit avec l'arrêt du tourisme depuis quelques mois, il y a des pays où des braconniers qu'on avait convertis au métier de guide écotouristique sont retournés, ne serait-ce que pour survivre, braconnés, quoi. C'est dramatique. Et on voit bien que le tourisme est souvent un outil de protection de la nature, contrairement à l'image qui peut être divulguée dans certains médias, où on attaque le tourisme de manière un peu frontale, un peu binaire, et c'est souvent plus subtil. Et c'est une discussion que j'avais récemment avec Guillaume Linton d'Asia. Il me disait, tu vois la Birmanie là, ce qui est en train de se passer, est-ce que vraiment ça se serait passé s'il n'y avait pas eu la pandémie, s'il y avait eu les touristes? Voilà, on pose la question, on n'a pas la réponse. C'est difficile d'apporter une réponse. Mais on peut se poser la question sur l'Israël, sur le conflit qui devient, qui est larvé, mais qui devient beaucoup plus aigu aujourd'hui. On peut parler de l'Arménie. Il y a eu une petite guerre quand même cet automne, et pourtant l'Arménie était devenue une destination. Est-ce que la guerre aurait eu lieu s'il y avait eu du tourisme? Bon, ça reste des questions que je pose. Donc les pessimistes qui pensent que le tourisme n'est pas facteur de paix, je leur retourne cette question. Prouvez-moi le contraire aussi, quoi. Est-ce que le tourisme trop intéressant. Ouais, j'avais pas pensé à ça pour tous ces conflits qui sont nés pendant la pandémie. C'est vrai que ouais, il y a forcément la pandémie a fait que ça a isolé et ouais, en fait, quand il y a des touristes, le monde est un peu mélangé et donc les locaux sont aussi avec d'autres gens, et donc les pays sont un peu mélangés, donc on peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai. Le podcast s'appelle Croissante et j'explique ça un peu dans mon premier épisode d'introduction sur en fait l'énergie et les vecteurs de croissance qu'on a en nous, mais comment responsabiliser en fait nos vecteurs de croissance. Et donc pour faire un parallèle avec le milieu du voyage, avec un peu cette énergie de croissance et de décroissance, qu'est-ce que tu aurais à nous dire? Mais ouais, c'est un débat, notamment au sein du conseil d'administration des acteurs du tourisme durable. C'est moins un débat chez ATR, mais parce qu'on est peut-être plus dans un format, un métier plus homogène, le tour operating, ou avec des acteurs à but lucratif, alors que chez ATD, on a quand même pas mal d'acteurs aussi à but non lucratif qui sont dans le monde associatif, qui sont peut-être plus une autre forme d'idéologie. Et là, c'est vrai qu'on a pu. Moi, je suis plutôt un médiateur, parce que je n'ai pas de position très tranchée sur la croissance, la décroissance. C'est très politisé tout ça aussi, donc
voilà, je trouve que les débats sont intéressants, mais il faut se méfier d'apporter des réponses trop simples. Et en général, je dis, mais est-ce que finalement, on ne devrait pas recommander une décroissance du tourisme irresponsable? Mais est-ce que finalement, c'est pas, ça peut pas être complètement parallèle avec une croissance du tourisme responsable? Alors c'est un peu une formule un peu facile, hein, mais moi, il y a une énergie folle dans ATD, dans ATR, avec des acteurs qui ont envie d'améliorer leur impact. Et j'ai surtout pas envie de brider cette croissance. Au contraire, j'ai envie de l'encourager. Et cette croissance, elle n'est pas que en chiffres, elle est aussi en qualité. Donc peut-être ça doit s'accompagner avec moins de flux, moins de volume, mais avec des meilleurs volumes. Et je dirais que même pour des acteurs qui raisonnent en chiffres, mais si c'est des flux qui sont vertueux, pourquoi s'interdire la croissance? À nouveau, le solde entre les impacts négatifs et les impacts positifs du tourisme, il n'est pas toujours excédentaire, mais quand il l'est, pourquoi s'interdire la croissance? Il a plein de vertus, ce tourisme. On l'a dit, il est facteur de paix, il est facteur de protection de la nature, il est facteur d'emploi, il est facteur de rencontres, il est facteur de plaisir, il a énormément de vertus, ce tourisme. Donc pourquoi se priver d'une croissance quand il est bien fait? Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui sont dans une position un peu dogmatique de décroissance du tourisme. Alors oui, c'est vrai que les chiffres, ils sont assez hallucinants quand même. Moi, quand je suis tombé dans la marmite il y a 20 ans du tourisme, il y avait 700 millions de personnes qui traversaient une frontière pour leurs vacances. En 2019, qui restera une année référence, il y en avait 1,5 milliard. Donc il a doublé en 20 ans. Donc c'est quand même assez hallucinant. Et puis ce que cache ce chiffre, c'est tous les touristes qui ne traversent pas une frontière pour leurs vacances. Mais on parlait de micro-aventure, c'est tous les Normands en Normandie, les Français en France, les Américains aux États-Unis, les Chinois en Chine, et tout ça on le calcule pas assez. Et c'est ça aussi le tourisme, et c'est ça aussi et surtout le tourisme. Donc je dirais que c'est ça qui m'inquiète aussi quand on parle de chiffres, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'on travaille à l'aveugle. Même les grandes institutions, quand l'Organisation mondiale du tourisme, Atout France, ce sont des institutions qui naviguent, ou même les petits offices du tourisme en France, qui naviguent souvent à l'aveugle parce qu'elles ne calculent pas l'ensemble des flux quantitatifs, et surtout elles ne confrontent pas ces chiffres avec des données qualitatives sur les déchets, l'eau, la satisfaction des habitants, le développement économique. Donc en fait, c'est ça le problème du tourisme, c'est qu'il est complètement dérégulé. Et l'enjeu, c'est de réguler. Et je pense que si on arrive à le réguler, c'est pas forcément incompatible avec la croissance, mais une croissance qui est maîtrisée. C'est ça le sujet. Alors peut-être qu'à un moment donné, une fois qu'on aura les données, on s'apercevra qu'il faut s'orienter quand même vers un peu de moins. Mais aujourd'hui, moi, rien me démontre qu'il faut forcément du moins. Y compris, on parle beaucoup de tourisme de masse. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a des endroits où un touriste par an, c'est déjà trop, et des endroits où 10 000 touristes par jour, ça peut être complètement responsable, même dans des espaces naturels sensibles. J'en veux pour preuve le label qui est décerné par le ministère de l'écologie en France des grands sites de France, qui démontre que quand on fait de la concertation avec les habitants, avec les élus locaux, avec les acteurs du pays, de la destination, quand on aménage les sites en conséquence, quand on équipe, quand on pose la question de la régulation, en fait, on peut faire du tourisme de masse de manière complètement responsable, alors qu'on peut aussi faire du tourisme de niche, élitiste, complètement irresponsable. Donc moi j'aime pas opposer quantitatif qualitatif, le volume avec le mal et la niche, l'échelle micro avec le bien. C'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ça. Donc c'est pour ça que je suis très curieux des prochains podcasts que tu vas nous proposer dans le cadre de cette émission croissante, parce que je pense que là il y a beaucoup à dire pour sortir des caricatures. Ok. C'est quoi ta façon alternative de voyage préférée? Enfin, ta façon alternative préférée de voyager? J'arrive pas à formuler ma question. Oui. Non, ton voyage alternatif préféré? J'ai deux réponses. Il y en a une très provocatrice, mais parce que à nouveau j'ai parlé des 5 sens, que c'est ça qui m'anime beaucoup en ce moment, c'est l'éveil sensoriel sur l'éthique des voyages, la pédagogie, apprendre en voyageant, en éveillant ses sens, j'en ai déjà parlé, mais finalement on parle beaucoup de tourisme immobile aujourd'hui, de voyage immobile. Alors, souvent on fait référence à la littérature, c'est vrai qu'à travers un livre on peut s'évader, et c'est vrai que les plusieurs épisodes de confinement là ont été quand même à la fois très durs à vivre et en même temps très
très libérateur. Ça nous a permis d'imaginer qu'on pouvait s'évader aussi un peu autrement, par défaut. À défaut de se déplacer, on pouvait s'évader. Et moi, alors, ce que je préfère, moi, c'est la cuisine. Moi, je m'évade, je voyage en cuisinant. Et d'ailleurs, quand je voyage, je prolonge très longtemps le voyage en ramenant des épices, des recettes, des instruments. Moi, c'est le meilleur moyen de voyager de manière alternative tout en restant chez moi ou même en allant chez des amis, chez la famille. Je viens avec ma machine à pâtes, mes recettes pour faire la tagine. Enfin, moi, j'adore voyager et parler de voyage autour d'un bon plat, quoi. C'est un peu mon obsession, c'est complètement fou. Mais plus sérieusement, parce que j'ai quand même envie de me déplacer, j'en parlais tout à l'heure, j'aime bien partir à l'aventure sans forcément avoir trop de programme. Et il y a un instrument qui le permet, alors c'est soit ses pieds, soit ses vélos. Moi je suis en famille, j'ai 3 enfants, donc c'est pas toujours évident, même si c'est possible et ils sont encore petits, mais donc j'ai un combi Volkswagen, là j'ai un van, et en fait on part à l'aventure, on a un cap, mais finalement c'est pas la destination qui compte, c'est la manière d'y arriver en fait. Et donc j'ai fait notamment mon voyage de noces en combi là, jusqu'aux Lofoten. Je dis pas que j'ai été déçu par les Lofoten, mais en fait c'était l'ensemble du périple et des petits épisodes qu'on s'est autorisés, qui n'étaient pas forcément au programme, qui ont été très merveilleux. Je me laisse happer par ce qui va se passer, les rencontres, les paysages, la météo, et c'est partir en liberté. Moi ça m'attire beaucoup. J'aime bien pas avoir trop de programme, et je trouve que c'est une belle façon de voyager. Voilà. Tu me donnes trop envie d'acheter un van. Je pense que c'est mon intention pour 2022 là. C'est bon, c'est fixé. Ton prochain projet de voyage? J'étais un peu bridé parce qu'on devait partir au Canada pour l'automne, donc deuxième confinement, ça n'a pas été possible. On devait partir en Suède cet été en van justement. Et bien finalement, on va se réorienter. J'ai beau être vacciné, là mes enfants, ça va être compliqué à chaque frontière avec les tests. Enfin donc voilà, je pense que ça sera pour l'année prochaine. Mais donc à court terme, ça va être des micro-aventures, pas plus tard que ce week-end là, où on part sur la côte d'Albâtre, en ex-Haute-Normandie là. Faire du paddle là sous les arches. Alors il risque d'y avoir du monde en réalité. Je vais aussi aller regarder l'effet. Vous savez, peut-être sur Netflix, il y a l'émission, le Lupin, Arsène Lupin là. Et en fait, il y a un problème de surfréquentation des trottas déjà qui a précédé Netflix, cette série sur Lupin. Il y avait déjà beaucoup de monde. D'ailleurs, le site fait l'objet d'une opération Grand Site dont je parlais. Ils veulent prétendre au label des grands sites de France pour aménager, équiper, travailler en concertation avec les habitants sur comment toujours accueillir beaucoup de monde tout en faisant en sorte que ça soit mieux régulé. Donc je vais aller voir ce week-end comment ça se passe concrètement. Ça fait longtemps que je suis pas retourné, mais on peut aussi détourner le regard, aller sur les plages plus à l'ouest ou plus à l'est d'Étretat pour aller faire un peu de paddle. Donc ça peut être aussi plein de micro-aventures dans les prochains week-ends. À Annelles, dans le Calvados, là, sur les plages du débarquement, dans les Alpes-Mancelles. Je sais pas si vous connaissez ça, mais on a les Alpes-Mancelles pas très loin de Bernay, à 1 heure, là, au nord d'Alençon. Enfin, autour d'Alençon, dans l'Orne, il y a un peu de collines, et on appelle ça les Alpes-Mancelles, ou en Suisse normande, encore un petit peu plus loin. On a une Suisse en Normandie, et c'est des paysages de montagne, tout en allant pas jusqu'à l'autre bout de la France, que depuis la Normandie, c'est loin, en fait, les Alpes ou les Pyrénées. Donc on peut faire ces petites expériences. Mais quand même, cet été, je vais m'autoriser d'aller dans les vraies Pyrénées et dans les vraies Alpes, toujours en van, là, avec la famille. Ok, ça donne trop envie d'aller en Normandie aussi. On a cité pas mal de références de livres et même de podcasts, mais est-ce que tu veux nous donner un livre ou un podcast que tu as lu récemment que tu voudrais partager? Eh ben, où est-ce que c'est mon livre de chevet en ce moment, ça s'appelle Vagabondage, c'est un auteur hongrois. C'est sorti il y a pas longtemps, c'est une vraie pépite. Où est-ce que c'est ça? Voilà. Vagabondage, alors je sais pas si je prononce correctement, c'est Lajos Kachak. Et c'est vieux, pourtant ça date ça date de la fin du 19e, début du 20e. Et ça a été publié récemment. C'est une pépite qu'ils ont redécouvert. Donc la maison d'édition, c'est l'Indéfini Séguier. Et c'est une vraie pépite. Il y a Sur la route de Jack Kerouac. Enfin, ça c'est très connu dans la littérature hobo, mais Vagabondage, moi j'adore. J'ai pas fini, mais je vous le recommande. Là, c'est
je déguste ça tranquillement. Et puis sinon, tu as Ok. parlé de Globe Conscient. Il y a pas mal de podcasts où j'ai eu la chance de participer. Il y a Expérientiel avec François Huet également, où je crois que je serai programmé lors de l'été. Et puis toujours avec les oreilles à la Terre au carré, l'émission de Mathieu Vidard. J'avais eu la chance d'être invité il y a 1 an déjà sur l'émission La Terre au carré, l'émission écolo sur France Inter. Là, on avait fait une émission tourisme responsable, donc je peux aussi vous la recommander. Elle est encore à l'écoute en podcast. Voilà, c'est pareil, je suis intarissable Ok. sur les voyages. Ok, merci, on mettra tout ça dans la description de l'épisode. On va passer à la question finale, qui est ma question signature du podcast. C'est quoi la meilleure décision que tu aies prise dans ta vie ? Alors, je vais pas être très original, mais je vais être romantique. C'est avec la demande en mariage de ma femme. C'était en Jordanie, je me rappelle, dans le désert du Wadi Rum. Je lui ai fait la surprise, c'était la Saint-Valentin, de lui demander en mariage. Et puis, en marge de cette demande en mariage, c'est notre installation finalement à Bernay, ici en Normandie, où on a décidé de faire 3 beaux enfants dans un très très bel endroit. Je vous le recommande chaleureusement. C'est encore très préservé, cette petite ville de l'ouest de l'Eure. Donc voilà, la Dolce Vita. Trop mignon. Trop bien, trop mignon. Merci d'avoir partagé tout ça. Voilà pour cette interview. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup d'être venu. Et puis, j'invite tout le monde à suivre les activités et les actualités de ATR. Je mettrai les références aussi dans l'épisode, dans la description de l'épisode sur où trouver les actualités d'ATR, etc. Voilà. Merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Alors croissante, hein. Ouais. On croise les doigts. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!